La motivation n'est pas un mythe, c'est un malentendu. La motivation, c'est l'énergie. Si on revient à la racine latine, en fait, de motivation, ça veut dire movere en latin. Movere, ça veut dire mouvement. Donc, être motivé, c'est être en mouvement. Et pour être en mouvement, il faut de l'énergie. Donc, de quelle manière je vais produire cette énergie ? Moi, je pense que le mouvement amène la motivation. Quand tu apprends un athlète de haut niveau d'accompagnement, un chef d'entreprise, un manager, dans des environnements qui sont complètement différents. Oui, donc l'environnement, ça représente combien de pourcents En tout cas, moi, j'utilise un chiffre, exagéré à mon avis, mais c'est juste pour marquer les esprits. Je dis que l'environnement, c'est 90% de la réussite. Comment je peux transformer de la motivation individuelle en de l'implication collective ? La vision que tu as proposée, les valeurs que tu véhiculais au mois de janvier sont plus du tout les mêmes. Au mois de juin, quand tu es en train de licencier. Dans le management par la peur, tu peux obtenir des résultats, mais tu risques de le faire avec un turnover qui est très important. On a facilement tendance à reporter la faute sur l'individu, alors que l'individu fonctionne dans un système. Alors, Thierry, je suis très contente de te recevoir sur le podcast Grand Écart. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité. On se connaît en fait depuis, pour la petite histoire, on se connaît depuis longtemps, mais dans un autre contexte. Depuis 2012, je crois, c'est ça ? Oui, et on s'est rencontrés dans le cadre immobilier, puisqu'on s'est connus à l'école, si je puis dire, à l'ICH. Donc ça date d'il y a un bout de temps. Et quel chemin parcouru depuis ? Puisqu'aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel est ton métier, ce que tu fais aujourd'hui ? Mon métier, ça c'est une bonne question. En fait, j'ai plusieurs métiers, mais qui se lient. Donc je suis coach, je suis consultant, je suis formateur. J'interviens dans plusieurs domaines d'activité. L'entreprise, les écoles de commerce, le sport de haut niveau. Et l'idée, c'est d'accompagner des personnes, des individus ou des groupes, pour faire simple, à atteindre leurs objectifs. Ok. Et moi, ce qui m'a intéressé pour que tu viennes sur le podcast, en fait, c'est surtout pour parler de motivation. Parce que tu m'as dit, quand on s'est vu la dernière fois à Paris, que tu écrivais une thèse justement sur la motivation. C'est ça. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai trouvé le sujet intéressant en termes intrinsèques, c'est-à-dire individuels et collectifs. Ouais. Mais avant ça, j'aimerais bien te poser une question. Déjà, pourquoi les gens viennent te voir ? C'est quoi leur motivation ou leur déclic, si je puis dire, pour faire un accompagnement ? Les gens qui viennent me voir parce qu'ils me suivent sur les réseaux, maintenant, pour la plupart. Donc, c'est une démarche qui, on va dire, part de là. Et ils viennent généralement ou pour un coaching ou une thérapie individuelle ou pour une formation, quand c'est des entreprises, une formation autour de plusieurs thématiques. J'accompagne dans plusieurs thématiques, leadership, motivation, cohésion d'équipe, motivation. Donc voilà, en fait, les raisons pour lesquelles on vient me voir. Et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire justement une thèse sur la motivation ? C'est un constat ? Ben, la thèse, en fait, c'est venu comment ? C'est venu du terrain. Du terrain d'abord parce que je suis confronté au quotidien à la thématique de la motivation dans les différents environnements dans lesquels j'interviens. Et l'idée, c'était d'aller beaucoup plus loin dans ce champ qui est la motivation et de bien comprendre en fait les théories aujourd'hui qui se sont développées autour de cette thématique. Donc, de remonter le plus loin possible en termes de recherche. C'est pour ça que je l'ai fait dans le cadre d'une thèse doctorale. Et voir de quelle manière, aujourd'hui, ma pratique, je pouvais la relier à ces cadres théoriques. Et ensuite, pourquoi pas imaginer des concepts dans le cadre de mes accompagnements qui sont un peu différents, en tout cas plus performants. Ok. Parce que quand on a échangé ensemble, en fait, ton angle sur la motivation, c'est en fait, la motivation est-elle un mythe ? Si je reprends. Alors, la motivation n'est pas un mythe, c'est un malentendu. Un malentendu, ok. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que pour certains, ça peut rester un mythe parce qu'ils pensent savoir ce qu'est la motivation et malgré ça, ils n'arrivent pas à se mettre en action. Donc, quand tu n'arrives pas à te mettre en action, a priori, c'est que par rapport à la motivation, il te manque quelques éléments de compréhension. Et donc, un malentendu parce qu'il faut aller chercher ces éléments de compréhension pour arriver à se mettre en action. Ok. Et je rebondis sur ce que tu dis. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est plus motivée qu'une autre ? Il y a des facteurs qui sont intrinsèques. Est-ce que ça peut se développer, la motivation, ou c'est vraiment personnel ? Pourquoi certaines personnes sont plus motivées que d'autres ? Les causes, les raisons sont multifactorielles, multidimensionnelles. Après, ça va dépendre des contextes dans lesquels tu interviens, sport, entreprise, le particulier, qui cherche à produire de la motivation pour des choses qui le concernent à lui. Donc la motivation, c'est quelque chose de très large en termes d'approche.
et qu'il faut ramener chaque fois un individu dans un système, dans le système à des contextes en particulier. Et dans ces contextes, certainement, et même toujours, relié à des objectifs. En tout cas, quand il s'agit de la motivation. Okay. Comment tu définirais, toi, la motivation ? En une phrase simple. Plusieurs définitions. Mais pour faire simple et pour synthétiser, la motivation, c'est l'énergie. Si on revient à la racine latine, en fait, de motivation, ça veut dire movere en latin. Oui. Movere, ça veut dire mouvement. Donc, être motivé, c'est être en mouvement. Et pour être en mouvement, il faut de l'énergie. Donc, de quelle manière je vais produire cette énergie ? Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, la définition de motivation, pour moi, c'est avoir cette capacité à se mettre en mouvement, donc de passer de l'intention à l'action. Ok, donc la notion d'action qui fait la différence. Et comment la motivation se distingue avec l'implication ? La différence entre motivation et implication, c'est que l'implication, c'est ta capacité à maintenir cette énergie sur la durée. Ok, donc si je résume, motivation, c'est la capacité à se mettre en action. Et l'implication, c'est la capacité à perdurer dans le temps. À maintenir l'action. À maintenir l'action. C'est ça, exactement. Ok, donc à rester constant. À rester constant. Alors ensuite, derrière l'implication, tu vas retrouver toutes les thématiques autour de la discipline, par exemple. De quelle manière j'arrive à rester discipliné au travers de routines que je vais mettre en place au quotidien. Et tout ça relié, bien évidemment, à des objectifs. Oui. Moi, je relie beaucoup la motivation souvent avec le sport. Ouais. On s'en est parlé. J'ai des amis qui me disent comment tu fais pour aller au sport tous les jours, qu'est-ce qui fait que tu arrives à te motiver, et je leur dis en fait la nuance c'est que j'ai pas besoin de me motiver puisque pour moi c'est un plaisir en fait, et du coup eux ont besoin de motivation, et cette notion j'ai pas la réponse en fait de se dire ouais. Mais le malentendu ou les malentendus sont là en fait, d'accord, c'est que toi tu considères que t'as pas à avoir besoin de motivation pour te mettre en mouvement. Eux considèrent qu'ils en ont besoin. Oui, donc c'est une forme de perception finalement. Oui, alors après on pourrait considérer que ce que tu fais toi, c'est quand même quelque part de la motivation, mais du coup tu n'as pas besoin d'utiliser ce mot pour te prouver à toi-même que tu es dans le mouvement. Et pour les autres, ils vont attendre d'être dans le mouvement pour se dire qu'ils sont motivés. Sauf que la motivation, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se produit dans le mouvement. Tu ne peux pas rester dans ton canapé et te dire je vais bouger le jour où je serai motivé. Ça, c'est un malentendu. Il y a beaucoup de personnes en fait, qui fonctionnent comme ça. C'est pour ça que je te dis que c'est un malentendu en fait. Alors moi, je pense, alors c'est peut-être une théorie un peu utopique, mais je pense que le mouvement amène la motivation. Oh non, mais tu es proche de la réalité. Ah, ok, d'accord. Ok. De toute façon, quand on parle d'un sujet, typiquement la motivation, pour pouvoir échanger sur ce sujet, il faut déjà partir d'une définition. Oui. C'est ce que tu m'as demandé en début d'entretien. Ça serait quoi ta définition ? Après, on peut discuter de la définition. Est-ce qu'on est d'accord ou pas sur la définition que je viens de te proposer ? Parce que si on n'est pas d'accord sur la définition, ça va être compliqué ensuite d'échanger. Je sais qu'il y a pas mal de théories autour de la motivation, justement, ou des concepts, si on veut faire merde, j'ai plus le mot. Bref, des similitudes, des rapprochements. Quels sont-ils ? C'est quoi les théories justement sur la motivation ? Sur le sujet de la motivation, alors il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de théoriciens qui ont travaillé. Les plus connus ? Les plus connus, je ne sais pas. Moi, je me suis intéressé à pas mal de théoriciens en essayant de remonter dans le temps, puisque quand tu fais des travaux de recherche, tu essaies de remonter dans le temps de manière assez, on va dire, concrète, pour avoir des éléments de compréhension qui vont te permettre de mieux comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Donc, pour prendre des auteurs, on va dire, célèbres ou en tout cas connus, tu as déjà Abraham Maslow qui a développé la théorie des besoins. Alors, dans la théorie des besoins, il y a une chose déjà qu'il faut comprendre, c'est que la pyramide de Maslow, c'est pas Maslow qui l'a développée. D'accord ? Okay. Ça a été repris dans les années 1960 aux États-Unis par on va dire, des théoriciens du management qui en ont fait un concept. Ok. Voilà, donc pour Maslow, en fait, on est dans une théorie qui est plutôt tendancielle, conjoncturelle ou même culturelle, et les besoins se chevauchent. C'est-à-dire ils chevauchent. C'est-à-dire que si tu prends le concept de la pyramide,
Ouais. Dans la pyramide, on va te dire qu'il faut d'abord couvrir des besoins physiologiques, ensuite de sécurité. Et tant que ces besoins ne sont pas couverts, tu ne pourras pas passer aux besoins supérieurs. Suivant, oui. D'accord. La réalité, c'est pas ça. C'est que on est notamment dans la théorie des besoins, dans quelque chose qui est dynamique, relié à un système. Et typiquement, en fait, l'ensemble des besoins sont reliés et se jouent en permanence les uns par rapport aux autres. Ok. Ça, Donc, mais pour revenir sur la théorie des besoins, ce que dit Maslow, c'est que pour qu'un individu se mette en mouvement, il va le faire à partir du moment où il a des besoins à couvrir. Ok, donc un intérêt finalement à obtenir. J'ai besoin de boire ou de manger, je vais me lever. Oui. J'ai besoin de gagner de l'argent pour avoir un salaire ou un toit, je vais me bouger. Est-ce que ça, c'est suffisant pour mettre en place de la motivation? Ça, c'est un autre débat. Ok. Et les autres théories, c'est quoi les autres concepts? Ça Après, serait lesquels? Tu peux retrouver la théorie de Herzberg, Herzberg qui lui a développé la théorie des 2 facteurs. Alors, selon lui, tu as 2 éléments qui sont importants dans la motivation. Un élément qui va être relié, enfin des éléments qui vont être reliés au contexte, salaire, conditions de travail. Et ensuite, des éléments qui vont être reliés au contenu, la mission de travail. Et dans la mission, par exemple, la reconnaissance, l'avancement, la manière dont je vais donner du sens à ce que je fais. Et selon lui, si par exemple, pour le premier facteur, qu'il appelle en fait les facteurs d'hygiène, ces facteurs ne sont pas couverts, ça va créer de l'insatisfaction chez l'individu. Alors que pour le deuxième facteur, qui est celui des facteurs de motivation, ça va créer là une baisse d'engagement, une baisse d'implication. Donc en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que tout ce qui est relié au contenu est plus important que tout ce qui est relié au contexte. D'accord. Il est plus important pour l'individu de mettre du sens dans ce qu'il fait que d'avoir a priori au départ un bon salaire. Ok, donc la reconnaissance et le sens seraient plus importants que le salaire. Selon lui. Alors on est dans une théorie, d'accord? J'avais fait une formation dans mon ancienne boîte et effectivement, c'était la reconnaissance qui ressortait en premier sur les collaborateurs. Alors moi, je viens de terminer là, mon travail d'enquête. J'ai synthétisé l'ensemble des interviews. J'ai rapproché tout ça, bien évidemment, au cadre théorique. Et effectivement, ce qui va ressortir en premier, c'est le sens et ensuite la reconnaissance. Combien de personnes tu interviews pour une thèse? Ça dépend. Là, 80 personnes. 80. Ok. Donc c'est long. Et le minimum, ce serait quoi? Le minimum, il n'y a pas de minimum. Ensuite, il faut avoir un échantillon suffisamment large pour qu'il soit représentatif. Je reviens sur le sens. Le sens, c'est subjectif en fonction de chacun. Complètement. Qu'est-ce que tu mets derrière le sens? En management, on te parlerait du why. Pour revenir en concept, c'est quoi ton why? Pourquoi le matin, quand tu te lèves, pourquoi tu te lèves en fait? Qu'est-ce qui te met en mouvement? Pourquoi tu vas bosser? Et c'est là où il peut y avoir des malentendus. C'est-à-dire que certaines personnes vont te dire, moi je vais bosser parce que j'ai besoin d'un salaire et d'un toit. Et c'est suffisant pour moi pour développer de la motivation. D'autres vont te dire que ce n'est pas suffisant pour eux. S'il n'y a plus de sens, en fait, ils préfèrent ne pas aller bosser. Donc encore une fois, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il n'y a pas de vérité dans la motivation. Ce qu'il faut, c'est avoir, au niveau de la compréhension, un éventail de niveaux de compréhension qui soit relativement large, pour ensuite proposer, et c'est ce que je fais moi en entreprise, des préconisations qui vont correspondre aux besoins spécifiques des collaborateurs que j'accompagne en entreprise. Ok, merci pour cette petite aparté. Je reviens sur les théories. Il y avait aussi la théorie de l'autodétermination. La théorie de l'autodétermination. Alors ça, c'est Deci Ryan. Voilà, de chercheurs. Alors la théorie de l'autodétermination dit quoi? Elle dit la chose suivante, c'est que pour que la motivation soit optimisée, il y a 3 éléments à prendre en considération. Le sens, enfin pas 3, 4 même. Il y a le sens que tu vas donner à ce que tu fais. Ensuite, il y a la compétence, donc les compétences. Il y a ce qui va être relié à l'appartenance, donc au groupe auquel j'appartiens. Ensuite, il va y avoir tout ce qui concerne l'autonomie. Donc, pour faire simple, pour qu'un individu soit motivé, il faut qu'il se sente autonome, qu'il sente qu'il ait les compétences, pour avancer dans ce qu'il est en train de faire, que ça ait du sens pour lui et que tout ça, ça soit en relation dans des interactions, donc dans un groupe dans lequel il s'épanouit. J'ai bien aimé celle-là. J'ai un peu regardé en préparant le podcast et je trouve que c'est assez
complémentaires. Enfin, ça me paraît être vraiment les fondements en tout cas les miens qui me correspondent, tu vois. Et tu peux relier ça à ce qu'on appelle des sentiments. Donc, tu vois, il y a un sentiment d'autonomie, un sentiment de compétence, un sentiment d'appartenance. Et ensuite, il y a le sens que je donne à ce que je fais. Et on minimise souvent, je trouve, l'appartenance. Parce que derrière, l'appartenance, c'est le groupe, mais c'est aussi, pour moi, ça reflète le soutien. Le soutien en équipe ou le soutien en management, tu vois. C'est assez varié. Et je trouve que c'est hyper important. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais le soutien, je pense que c'est pas ce qu'on retrouve tous les jours dans le monde de l'entreprise, mais bon, on pourra en parler juste après. Et cette théorie, je trouve, en tout cas, moi, elle me parlait plus. Donc, voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant sur l'approche. C'est une théorie qui donne des éléments de compréhension. Ensuite, dans le sport de haut niveau, par exemple, on peut mesurer la motivation. On a plein d'outils pour le faire. Mais on peut le faire à partir de sentiments, comme je viens de te le décrire, mais on va en rajouter. Donc, tu as le sentiment d'autonomie, tu as le sentiment de compétence, tu vas avoir le sentiment d'appartenance. Cela, on vient déjà de les évoquer. Ensuite, tu as le sentiment de plaisir. Quel plaisir j'ai le matin à aller m'entraîner. Ensuite, tu as le sentiment de progrès qu'on va relier au sentiment de compétence. Est-ce que j'ai la sensation de progresser dans ce que je fais? Ensuite, tu as le sentiment d'engagement. Et à la fin, le sentiment qui va être relié au sens que je donne à ce que je fais, en sachant que le sens, c'est le sentiment qui est le plus important. Ok, donc il n'y a jamais finalement la notion de résultat? Le résultat, en fait, c'est la conséquence de tout ça, d'accord. Mais finalement, c'est un peu le minimum, en fait. C'est pas ça qui va te donner le plus de satisfaction et d'entrain à te motiver. C'est tout le chemin qu'on fait avant. Ouais, alors c'est ce qu'on dit tout le temps, hein. Même si on a l'impression que c'est des phrases un peu toutes dites. Et dans le sport de haut niveau, c'est ce qui est aussi important, c'est que l'athlète reste focalisé sur le processus et non pas sur le résultat. Oui. Parce que mentalement, ensuite, ça pourrait l'amener par des biais à sortir de ce qu'il est en train de faire. Donc vraiment, tu vois, en préparation mentale, par exemple, toute la difficulté, entre guillemets, c'est que le sportif reste motivé au quotidien par sa discipline et des routines sur les compétences qu'il a développées. Okay. Grâce à ces compétences, il va progresser et se rapprocher de son résultat. Ouais, j'imagine que tu coaches pas de la même façon un sportif de haut niveau sur la motivation qu'un individuel ou un collectif. Oui. Oui, parce qu'on est dans des contextes qui sont différents. Ouais. Même si le sujet, la ligne conductrice est la même, il y a des modes opératoires différents pour chaque profil, en fait. Dans tous les cas, c'est relié à un ou des objectifs. Dans tous les cas, c'est relié à des compétences que je vais devoir développer pour progresser. Ensuite, les environnements dans lesquels évolue chacune de ces parties sont complètement différentes. C'est-à-dire que le collaborateur qui se lève le matin en laissant ses enfants à l'école, qui n'ont pas dormi la nuit, pour peu qu'il soit un peu tendu avec sa compagne, quand il arrive au boulot et qu'on lui dit « maintenant que tu es au boulot, tu oublies ce qui se passe dans ta vie privée et ce qui est important, c'est ce que tu fais au boulot », ça risque d'être un peu compliqué. Ouais, ça ne fonctionne pas, ça, en fait. Non, ça fonctionne pas. Je laisse tout devant la porte, comme on dit. Ça ne fonctionne pas. Il y a des managers qui le croient, mais ça ne fonctionne pas. Ouais. Quand tu es avec un sportif de haut niveau qui, par exemple, loge à l'INSEP, qui se lève le matin, qui a son stade d'entraînement qui est à 100 mètres, qui a son kiné qui est à 100 mètres, qui a son médecin qui est à 100 mètres, qui a en gros tous les éléments dont il a besoin pour mettre en place toute la discipline dont il a besoin pour progresser, qui a la bonne alimentation, la bonne hydratation, bref, qui a tous les éléments a priori qui vont lui permettre d'atteindre son objectif sereinement. Quand tu apprends d'un athlète de haut niveau d'accompagnement, un chef d'entreprise, un manager, tu es donc dans des environnements qui sont complètement différents. Oui, donc l'environnement, ça représente combien de pourcents sur l'échelle de la motivation? Si on peut en donner... Le mesurer, c'est difficile. En tout cas, moi, j'utilise un chiffre, exagéré à mon avis, mais c'est juste pour marquer les esprits. Je dis que l'environnement, c'est 90% de la réussite. Waouh, c'est énorme. C'est un chiffre assez précis quand même. J'utilise ce chiffre parce que je pars du principe, en tout cas c'est ce que j'observe, que les gens ne développent pas beaucoup de conscience sur la qualité de leur environnement. Ok, et les 10 autres pourcents, du coup, ça reste intrinsèque? Ça reste tout ce que tu vas développer en termes de compétences qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Donc c'est des compétences cognitives, des compétences émotionnelles, des compétences comportementales qui vont être elles-mêmes reliées à de la technique. Donc c'est un ensemble de compétences
à identifier pour chacun des secteurs sur lesquels je vais intervenir. Ok. Donc toi, finalement, tu interviens beaucoup plus sur l'environnement ou sur la globalité? Moi, j'interviens sur l'individu qui lui-même fonctionne dans un système, donc dans des environnements. Ok. Donc mon job, en fait, c'est de comprendre l'individu dans son système, dans les environnements dans lesquels il fonctionne. Ok. En entreprise, quand j'interviens, quand je fais un boulot de consultant, ce qu'on me demande d'identifier, c'est quels sont les dysfonctionnements. Donc quand un individu ou un collectif n'arrive pas à atteindre des objectifs, c'est à quel niveau se situent les dysfonctionnements. Donc il faut les identifier pour ensuite pouvoir les corriger. Et tu interviens dans l'écosystème aussi, dans le système d'organisation? Oui, parfois, la problématique, ça peut être le système aussi, non? Toujours. Toujours. En fait, oui. Pas forcément l'individu, c'est ça que je veux dire. Ah oui, ça aussi, c'est des malentendus, d'accord? On a facilement tendance à reporter la faute sur l'individu, Oui. alors que l'individu fonctionne dans un système. C'est ça. Et c'est beaucoup plus facile de mettre la faute sur un individu que remettre en cause le système. Et comment tu fais si justement je prends une problématique managériale, comment tu fais si par exemple la problématique c'est le manager et que soit il veut pas se remettre en question, soit il en a pas conscience, parce que c'est pas ce genre de personnes qui n'ont pas conscience qui vont venir, je pense, demander un coaching ou faire une thérapie pour s'améliorer. Si t'as pas conscience de tes défauts, de tes problèmes, pour moi, ça me paraît compliqué en fait de faire une démarche. Tout à fait. Voilà. Généralement, les personnes qui n'ont pas conscience du dysfonctionnement ou qui considèrent qu'elles n'ont pas à se remettre en question ne vont pas faire une démarche vers moi. Celles qui le font, c'est celles qui considèrent qu'il y a peut-être des choses à travailler. Ouais, et justement, si c'est l'autre le problème. Typiquement, quand un chef d'entreprise va me confier une mission, c'est qu'il part du principe qu'il y a des choses à identifier et qu'il est OK avec le fait que dans ce que je vais identifier, il va y avoir ensuite des choses à mettre en place. Dont lui, déjà, okay. Bien évidemment. Mais moi, typiquement, les chefs d'entreprise qui viennent vers moi sont des gens qui sont plutôt conscients d'eux-mêmes et qui ont envie de progresser. Et à titre personnel, pour ensuite faire progresser leurs équipes. Après, la difficulté, s'il y a une difficulté, c'est quand tu identifies effectivement dans les niveaux hiérarchiques des dysfonctionnements, donc des manques de compétences, par exemple de manager, et que tu vas répercuter ce manque de compétences aux personnes qui sont capables de prendre des décisions, mais là, ça va être effectivement un peu plus difficile à mettre en œuvre. Et ça, c'est de la responsabilité du chef d'entreprise. Ok. On va revenir après sur le collectif. J'ai encore une dernière question pour la motivation. Moi, j'avais vu un documentaire justement sur le fait que ça se transmettait, la notion d'épigénétique. Si une maman qui est enceinte est beaucoup dans le mouvement, en fait, marche beaucoup ou fait de l'activité et active, que ça se répercute après sur l'éducation, en tout cas l'évolution de l'enfant et à l'âge adulte aussi. Et voilà, je voulais avoir ton avis sur le sujet de l'épigénétique. Donc l'idée, c'est de savoir si l'épigénétique ou la génétique sont importantes dans la capacité de l'individu à se mettre en action. Ouais. Donc à produire de la motivation. Exactement. Oui, bien évidemment. Ensuite, je t'encourage à suivre une chercheuse qui s'appelle Sama Karaki. Oui. Voilà, qui a écrit un bouquin notamment sur le talent et qui part du principe, en tout cas c'est ce qu'elle conclut quelque part dans son bouquin, c'est que le talent n'existe pas. Le talent, c'est le fruit en fait de plein d'éléments qui vont être reliés à l'environnement. Donc ça peut être au départ peut-être des qualités innées, mais ces qualités innées sans travail, dans des contextes particuliers, n'amèneront rien. Si j'en reviens à la motivation, si la motivation, c'est ma capacité à me mettre en mouvement, est-ce que ma génétique aujourd'hui me permet à la base de me mettre en mouvement? Donc si j'ai été élevé, si je suis le produit, entre guillemets, de parents qui eux-mêmes avaient cette capacité, forcément, ça sera beaucoup plus facile pour moi de le mettre en place. Ouais, okay. Mais ça ne veut pas dire que si je ne l'ai pas eu, je ne suis pas en capacité de le faire. Parce que la génétique, c'est les gènes, l'épigénétique, c'est la manière dont les gènes vont s'adapter, évoluer dans les environnements. Okay. Donc oui, la génétique et l'épigénétique sont importantes. Ça va être relié à quoi? À des phénomènes d'apprentissage. D'où l'intérêt quand même de faire des activités sportives déjà très jeunes, finalement, pour c'est pas que le sport, le bien-être, l'esthétique, enfin, tu vois, le côté plastique, c'est aussi
neuroscientifique, si je puis dire, neurologique. Ouais, alors il ne faut pas mettre les neurosciences à toutes. Pardon. Mais non, mais ce qu'on peut dire, c'est que oui, le sport, c'est important, mais les gens ont tendance à tout le temps relier la motivation au sport parce que c'est plus facile, en fait. Mais Oui. jeune, c'est important de faire du sport. Donc, pour apprendre de quelle manière je vais mettre mon corps en mouvement, mais c'est aussi important d'avoir des activités intellectuelles, d'avoir des activités artistiques, de se nourrir d'un certain nombre de choses dans lesquelles je vais prendre du plaisir. Et ce plaisir va m'amener, en fait, à cette volonté de vouloir progresser. Oui, je prenais le sport en exemple, mais c'est transposable dans plein de domaines, en fait. C'est ce que je veux dire, c'est si tu as une motivation à faire pour un domaine, tu auras aussi de la motivation, je pense, pour faire d'autres choses qui, après, te font plaisir et que tu aimes bien faire, tu vois. Mais alors, le sport, c'est le modèle. D'accord. Voilà. Moi, quand j'intervenais, enfin, j'interviens toujours en entreprise, mais en tout cas, au début, j'avais une forte connotation par rapport au sport de haut niveau. Donc, les gens me demandaient, en fait, d'expliquer dans les équipes comment faisaient les sportifs pour qu'eux-mêmes comprennent comment ils pourraient faire pour se mettre en mouvement. Et comme je te l'ai indiqué précédemment, tu ne peux pas comparer un sportif de haut niveau qui s'entraîne à l'INSEP avec un manager qui vit dans une entreprise et donc dans un environnement qui n'a absolument rien à voir avec celui du sport de haut niveau. Qui n'a pas cette capacité à mettre en place de la discipline. Et quand je dis de la discipline, par exemple, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, de bien dormir, de bien s'hydrater, de bien s'alimenter, parce que tout ça, c'est très important dans la capacité de l'individu à se mettre en mouvement, bien évidemment. Ok. Et comment tu passes de la motivation individuelle à la motivation collective, à l'appartenance, justement? Alors déjà, je répète un exemple, mais déjà, il faut que chacun des individus du groupe comprenne ce qu'est la motivation. Ok. Et que la motivation, c'est d'abord quelque chose de personnel. Donc, comment chacun d'entre eux vont être en capacité de produire de la motivation. Ensuite, cette motivation, parce qu'elle est reliée à des objectifs, d'abord personnels. Ensuite, comment je vais relier ces objectifs à des objectifs de groupe, quand c'est en entreprise. Donc, comment je peux transformer de la motivation individuelle en de l'implication collective, par exemple. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça va être relié à du sens et du sens partagé. Et typiquement, si tu prends un exemple, ça serait quoi? Quelqu'un... Parce que déjà, pour avoir une motivation, enfin, une implication collective, il faut se retrouver en chacun. C'est ça. Mais typiquement, des exemples, j'en ai plein, mais c'est en début d'année, le chef d'entreprise qui va présenter sa vision à l'ensemble des collaborateurs et qui va leur dire, voilà la vision sur les 2 prochaines années. Voilà les raisons pour lesquelles moi je suis motivé à atteindre ces objectifs. Et souvent, il va partir du principe, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, il va partir du principe que ce que lui croit, les autres vont le croire. Donc, de quelle manière le collaborateur va se retrouver dans la vision de l'entreprise à titre personnel par rapport à ses objectifs personnels qui vont lui permettre de s'impliquer plus au quotidien. Parce que souvent, les visions, c'est des boards avec des chiffres, en fait. Donc, c'est des boards avec des chiffres. Ensuite, on va parler de stratégie quand même. Oui. Comment les stratégies? Les stratégies managériales, par exemple. De quelle manière on va monter le niveau de compétence de chacun des collaborateurs. Et ensuite, dans la pratique, donc au quotidien, comment ce suivi va se mettre en place. Ouais. Après, entre la théorie et la pratique, il y a souvent des gaps. Donc en début d'année, on est très motivé. Et puis après, parce qu'on est dans un environnement qui est très contraint, par les données financières, on n'est pas forcément suffisamment patient pour que les choses se mettent en place. Parce que toi, tu penses que ça prend... Donc souvent, la vision est très vite rattrapée par le quotidien. Oui. Et dans le quotidien, les problématiques de management. Ouais, parce que toi, tu penses qu'une vision, ça met combien de temps à s'appliquer finalement? Il n'y a pas de vérité. Mais quand tu proposes une vision sur 2 ans, ça veut dire que tu as un plan quand même. Oui, avec des étapes à franchir. Avec des objectifs peut-être trimestriels, annuels, mais tu peux avoir une vision sur 2 ans, là, comme je l'ai eu avec une entreprise, et puis au bout de 6 mois, parce qu'il y a un retournement de marché. Oui, on connaît. Et voilà. Et que du coup, il va y avoir un plan de licenciement. Toute ta stratégie change en fait. Ouais. Et donc, quand au départ, tu embarques des collaborateurs sur une vision à 2 ans, tu arrives à les embarquer, donc à les impliquer. Et qu'au bout de 6 mois, tu vois que ton marché souffre et que tu vas devoir licencier. Et que tu licencies. La vision que tu as proposée, les valeurs que tu véhiculais au mois de janvier ne sont plus du tout les mêmes, ou en tout cas ne sont pas comprises de la même manière par les collaborateurs au mois de juin quand tu es en train de licencier.
Bah oui, il y a une dissonance du coup. Ouais. Et pour peu que tu licencies dans les équipes des personnes qui elles-mêmes étaient leaders sur des projets et qui va casser la dynamique laquelle, voilà, maintenir l'implication des collaborateurs qui pensent que certains de leurs collègues ont été virés et n'ont pas été virés pour de bonnes raisons, ça va être très difficile en fait. Donc ensuite, tu as l'alignement par rapport aux valeurs, effectivement. Et ça serait quoi les fragilités que tu retrouves le plus, justement, dans l'individuel et le collectif en termes de motivation? La perte de sens et le manque C'est de vraiment reconnaissance. les deux. Dès qu'il y a une perte de sens, un manque de reconnaissance. Donc dans l'exemple que je viens de te donner, c'est typiquement ça. Si à un moment donné, il n'y a plus de sens, la vision s'effondre, et qui plus est, il y a un manque de reconnaissance parce que je commence à licencier des personnes, et les licenciements sont mal perçus même par celles qui restent en place. Donc on se dit à tout moment ça pourrait m'arriver, et là je suis dans une dynamique de mécanisme de défense, et non plus dans celle dans laquelle je vais être en capacité tous les jours de produire du mouvement. Et quand je suis dans des mécanismes de défense, je me dis tiens, à n'importe quel moment ça pourrait m'arriver à moi aussi. Ensuite on pourra rentrer dans des sciences cognitives ou des neurosciences. Ton cerveau il commence à apprendre l'environnement de manière complètement différente. Okay. Tu n'es plus du tout focalisé sur ce que tu as à faire en fait. Ok, donc parce qu'aujourd'hui on connaît quand même, ça existe, hein, le management par la peur. Donc ça ne, oui. Parce que ça peut être une stratégie aussi. Ça existe. Tu vois, un modèle et ça fonctionne dans certains cas. Ça pourrait être un modèle pour motiver les gens, dire bah voilà, si toi tu fais pas, il va t'arriver la même chose. Si tu fais pas le job correctement, il va t'arriver la même chose. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. Dans le management par la peur, tu peux obtenir des résultats, bien évidemment, mais tu risques de le faire avec un turnover qui est très important. On avait parlé de ça. On en avait parlé. Après, c'est de quelle manière toi tu veux développer tes équipes, de quelle manière tu veux les rendre pérennes. Pérennes, ouais. Et là, tu as plusieurs stratégies en fait, qui va bien évidemment être reliée à la stratégie personnelle du chef d'entreprise, donc à sa psychologie et à sa manière de voir les choses. Oui, parce que finalement, le turnover, ça coûte beaucoup plus cher que de pérenniser ses équipes. Oui. Donc, a priori. Oui. Bon, moi, je l'ai vécu plein de fois, ça. Tu vois, le chef d'entreprise qui se dit, tu vois, je veux pérenniser parce que le turnover, ça coûte cher. On met en place une stratégie, un mois, 2 mois, 3 mois, et puis au bout de 4 mois, il te dit, non, c'est plus possible, en fait. Il est rattrapé par quoi? Il est rattrapé par ses démons, quelque part. C'est-à-dire que les systèmes de croyances sur lesquels il était sont tellement plus puissants que ce qu'il a décidé de mettre en place. Et c'est la problématique des croyances, en fait. D'accord je décide de mettre en place un nouveau modèle. Je vais le tester parce que je pense que ça pourrait être bon. Mais quand ça ne fonctionne pas comme j'avais prévu que ça fonctionne, je vais revenir au modèle précédent. Parce que pour moi, c'est celui-là qui fonctionne quand même le mieux. Parce que c'est avec celui-là que j'ai quand même eu des résultats. Ça, on va le retrouver dans, par exemple, la difficulté d'une équipe à déléguer. Et à un moment donné, à passer un cap en termes de niveau de chiffre d'affaires. Ce que j'entends là, c'est le contrôle derrière tout ça. Oui, il y a de l'hyper-contrôle. Après, tu peux pas, reprocher à un chef d'entreprise d'être dans le contrôle. C'est quand même c'est important. Après, c'est quels outils il utilise pour contrôler, quels outils il utilise surtout pour déléguer, parce que ça, c'est un sujet qui est très important dans l'entreprise, la délégation. Donc, à qui je délègue et comment, c'est un vrai débat. Et je reviens sur les fragilités. Comment tu remets du sens et de la reconnaissance justement dans le collectif, puisque c'est ce sont les premières fragilités dont tu m'as parlé? Moi, comme je te l'ai indiqué, en fait, dans mon boulot, ce qui m'importe, c'est l'individu dans le système. Donc, par exemple, quand je vais faire une formation sur la cohésion d'équipe, ce sur quoi je vais me focaliser d'abord, ce sont les individus qui constituent l'équipe. Je ne vais pas arriver avec une approche, une méthode, un concept sur lequel je vais vendre de la cohésion d'équipe, sur du team building. Enfin, tu as plein d'outils pour faire de la cohésion d'équipe. Moi, parce que c'est ma démarche qui est reliée quand même au développement personnel, au développement personnel. Donc quand même, quelque part, la psychologie. Ce qui m'intéresse quand je suis dans un groupe, c'est de bien comprendre de quelle manière fonctionne chacun des individus dans le groupe. Et non pas le groupe, d'abord, dans son intégralité. Ok, donc tu recherches d'abord l'implication personnelle. Ok. Et quelle est la place de l'identitaire dans le collectif, du coup? C'est la notion identitaire. Ouais.
est cher à Maurice Thévenet, qui est un chercheur français qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Thévenet part du principe que pour que l'individu soit motivé, il faut qu'il se retrouve dans le groupe. Donc il y a le phénomène dont on a parlé tout à l'heure qui est relié à l'appartenance. J'appartiens à un groupe et dans ce groupe, je suis reconnu. Donc c'est un élément très important de la motivation. Et je suis d'autant plus reconnu que j'existe au travers d'une identité dans laquelle je suis en train de me développer. Donc je m'y retrouve à titre personnel au niveau identitaire. Donc ça veut dire que tu travaillerais sur les valeurs, sur... Travaille sur les valeurs, sur les besoins, sur les croyances. Ok. Et ensuite, on va remonter plus loin, parce que quand on parle des valeurs, des besoins, des croyances, on va remonter ensuite à tout ce qui concerne la psychologie en fait, de l'individu. Et ça peut remonter très loin, on peut remonter jusqu'à son enfance. J'ai fait une intervention au mois de juin, où typiquement, j'ai fait passer des tests à des collaborateurs, notamment sur leur lien d'attachement, pour qu'ils arrivent à identifier de quelle manière ils avaient structuré leur lien d'attachement pendant leur enfance. Ok. Et de quelle manière ça a impacté aujourd'hui leur relation aux autres, à titre personnel, au niveau social et au niveau professionnel. Tu peux rappeler les liens d'attachement, les liens d'attachement pour les gens qui nous théorie écoutent. de John Bowlby. 3 types de liens, en fait. Un lien sécure, l'individu qui a grandi dans un environnement plutôt stable, avec des parents plutôt stables qui répondent à l'ensemble de ses besoins. Donc ça va produire le mot est peut-être pas le bon, mais en tout cas, un individu qui va être plutôt sécure, donc qui a plutôt confiance en lui, quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au contact et qui a plutôt confiance dans les autres, parce que c'est de cette manière qu'il a appris à fonctionner. Après, tu peux avoir un profil insécure. Dans le profil insécure, tu vas avoir le profil ambivalent anxieux, la personne qui a manqué de sécurité et qui va rechercher cette sécurité en permanence dans tous les environnements où elle est. Au niveau privé, par rapport à son compagnon ou à sa compagne, j'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes, que tu me dises en permanence que je suis quelqu'un de bien. Dans le milieu de l'entreprise, ça va être la même chose. J'ai besoin que mon patron ou que mon manager me dise que c'est bien, me valorise. Donc, dans un premier temps, il peut le faire, mais très rapidement, ça risque de le fatiguer parce que ce n'est pas le boulot peut-être du manager. Donc là, tu as le profil ambivalent anxieux. Après, tu peux avoir le profil évitant, insécure évitant. L'évitant, c'est typiquement celui qui va avoir beaucoup de difficultés à créer du lien parce que dans la manière dont il a été éduqué, il n'a pas été éduqué d'une façon à avoir confiance à l'autre. Parce qu'en face de lui, il avait des parents qui étaient plutôt instables, qui ne répondaient pas à ses besoins. Donc dans la vie, quand je dois trouver une solution, je ne peux compter que sur moi. Et je ne peux pas compter sur les autres. Donc dans une équipe, tu peux retrouver un profil qui est plutôt brillant dans ce qu'il est en train de faire, en consultant, par exemple en informatique, mais qui va avoir beaucoup de difficultés à s'intégrer dans les équipes. Ok. Voilà. Parce qu'il est en retrait tout le temps, et il a peur. Il a peur du groupe. Je visualise des personnes que je connais quand tu décris les profils. Donc, tu vois, là, on avait fait ce test, ils ont fait ce test, et après, je leur ai dit, mais vous allez maintenant vous projeter dans votre vie privée, votre vie sociale et l'environnement professionnel. Donc là, on était sur un séminaire de 2 jours, tu as 70 collaborateurs, et là, c'est intéressant, parce que si tu veux, en l'espace d'1 heure, tu leur dis, mais maintenant, essayez de vous observer dans cet environnement dans lequel on est, et essayez de savoir comment vous pouvez rapprocher ce que vous venez de faire aux personnes qui sont ici présentes. Et là, tu as un effet miroir qui est relativement sympa, en fait. Ils se reconnaissent tout de suite. Ok. Et ce que j'entends, c'est que du coup, le lien d'attachement et comment on a été... Notre éducation, finalement, joue aussi sur nos liens professionnels. Mais là, quand tu es sur un séminaire de cohésion d'équipe et qu'on te dit tel collaborateur est plutôt timide, il a du mal à s'intégrer. On ne comprend pas. Et tu vas faire du forcing avec ce collaborateur. Ce qu'il a derrière chose à faire, en fait. Mais tant que tu n'as pas compris comment il fonctionnait, en tout cas de quelle manière il était structuré au niveau psychologique, tu peux lui demander ce que tu veux, et jamais il le fera. Et plus tu vas lui demander, plus ça risque de provoquer chez lui des mécanismes de défense. Moins il aura envie de le faire, parce qu'il va se sentir agressé, en fait. Finalement, toi, tu travailles sur les liens interpersonnels, de façon générale, quoi, en fait. C'est ça. Et qui sont liés tous par rapport à l'éducation et à comment on s'est construit, finalement. La communication interpersonnelle, donc il y a la manière dont je me parle à moi-même et la manière dont je parle avec les autres. Ouais. Tant que je n'ai pas compris de quelle manière je me parle à moi-même, ça va être compliqué pour moi de bien communiquer avec les autres. Okay. Et ça, c'est intéressant, tu vois, dans les séminaires de cohésion d'équipe ou de motivation. Quand tu as ces éléments de compréhension et que tu vois les équipes fonctionner
Et les managers à l'œuvre, tu dis qu'il manque quand même à un moment donné certaines compréhensions pour mieux manager. Alors qu'il ne faut pas beaucoup d'outils complémentaires pour mieux appréhender. Et donc, au travers de ces coachings et de ces ateliers, après, ils arrivent à avoir des prises de conscience. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Non, ouais. Parce que tu as toujours des freins. Ouais. Tu as la personne qui va bien accepter ce qu'on est en train de lui dire. Donc, cette personne qui a cette capacité à se remettre en question et à dire « Ah ouais, là, je suis en train de finalement mieux comprendre pourquoi je suis bloqué. » Et puis, il y a celle qui ne veut pas l'entendre. Pour plein de raisons. Oui, qui lui regarde d'ailleurs, enfin qui la regarde à chaque fois. C'est même quand on dit je sais pas, souvent c'est une réponse quoi. En fait, c'est soit on veut pas voir, soit on veut pas répondre, mais c'est une forme de réponse. Quand tu indiques à un manager que dans sa manière de fonctionner et de communiquer, il y a peut-être des choses à corriger, mais que pour les corriger, il va falloir qu'il travaille sur lui, parce que c'est relié à sa psychologie et à son enfance. Il y en a qui vont plutôt bien le comprendre, et il y en a qui vont pas vouloir le comprendre. Et qui vont te dire non, en fait, moi, ça va. Oui. Mais là, tu peux pas faire grand-chose après. Changer le système, si la personne ne veut pas changer, tu peux pas la changer. Tu peux pas la forcer. Alors, c'est pas que tu peux pas la changer, parce que en tout cas, tu peux peut-être un petit peu l'influencer. L'influencer comment? Dans ta manière, en fait, de l'aborder et de lui faire comprendre ce qu'elle vit de manière différente. En coaching, on appelle ça du recadrage. Recadrage, ok. D'accord. Le coaching, c'est ça. C'est permettre à l'individu, par ta posture, lui permettre de comprendre son environnement de manière différente. Donc, de remettre en cause, notamment, son système de croyance. Tu m'avais parlé de la stratégie du coping. Stratégie de coping, c'est anglais, ça. C'est quoi? Stratégie de coping, c'est de quelle manière tu vas t'adapter aux environnements dans lesquels tu es pour progresser, en fait, à être beaucoup plus serein dans l'atteinte de tes objectifs. Ok. Stratégie de coping, plein d'exemples, mais c'est par exemple, là, tu vois, j'ai donné une formation et les personnes m'ont indiqué qu'elles aimeraient mettre en place des apéros, Zoom, pour continuer à se voir dans l'intervalle des webinaires qui sont programmés. Donc, j'ai des personnes qui viennent faire un travail sur elles, un travail d'introspection, et qui me disent, des fois, j'ai l'impression d'être bloqué, donc je pense que si je me faisais accompagner par d'autres personnes qui sont elles-mêmes à la formation, ça serait mieux pour moi. Donc, je dis aux personnes, attention, créer du lien social, c'est très important, mais il faut savoir pourquoi on va créer du lien social. Donc, tu as souvent des personnes qui sont plutôt isolées, qui ont besoin de créer du lien social, mais comme elles n'arrivent pas peut-être à produire les efforts nécessaires pour elles-mêmes mettre en place de manière individuelle ce travail d'introspection, c'est beaucoup plus facile pour elles de se dire « je vais le faire avec quelqu'un d'autre », parce que cette personne va m'aider. Mais la personne qui va t'aider est elle-même dans une dynamique où elle essaie de se comprendre elle-même. Donc je leur dis, le risque que vous avez, c'est de vous retrouver dans une discussion de comptoir, en fait. Avec des personnes qui partent d'un sujet, mais elles ne le maîtrisent pas, ce sujet. Et pour ça, tu n'as pas besoin de faire des apéros au Zoom. En fait, tu parles à tes copains, tu te retrouves au resto le vendredi soir, tu vas être dans ces dynamiques où tu as l'impression que tu sais tout, tu comprends tout, tu remets en cause tout, sauf toi. Ouais, c'était ça la stratégie de coping. Donc, en fait, c'est la stratégie de coping, c'est tu critiques un peu tout le monde, c'est toujours l'environnement qui est fautif, et toi, tu te remets pas forcément en question. Ouais, c'est quelles sont les stratégies que tu vas utiliser pour mieux t'adapter, en sachant que dans ces stratégies, il va y avoir des stratégies de déni. Ouais, ou d'évitement finalement. Et d'évitement, exactement, c'est ça, d'évitement. Ouais, ok. Là aussi, j'arrive à visualiser. J'ai encore quelques questions. Et en quoi aujourd'hui la motivation impacte sur les entreprises? Puisque l'idée aussi, c'est de faire le pont avec les entreprises, les chefs d'entreprise, enfin le collectif. Et donc, en quoi la motivation aujourd'hui impacte sur le collectif et les entreprises? Ça impacte à plein de niveaux. La motivation, c'est un sujet important parce que c'est la capacité de l'individu à se mettre en action. Donc, tu confies des missions à un collaborateur. Ce que tu souhaites, c'est que ce collaborateur arrive à bien mener sa mission, donc à obtenir les résultats qu'on lui a demandé d'obtenir. Tu sais que ce collaborateur a peut-être des compétences, en tout cas, c'est l'idée au départ, qu'il va peut-être en manquer, que tu vas devoir lui amener les compétences qui lui manquent, et que pour que ces compétences se mettent en place, il va falloir qu'il ait de la motivation. Donc c'est un sujet central, en fait, la motivation.
Mais on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, dans la question du malentendu. Ouais. Quand on parle d'une chose, de quoi on parle précisément? C'est la vraie question. Exemple, récemment, j'ai donné une intervention sur le sujet de la motivation. 70 managers dans une compagnie d'assurance. J'arrive au séminaire. Alors, en amont, les managers avaient indiqué, et le patron avait indiqué que c'était moi qui allais du coup proposer la formation. Donc, moi, quand j'arrive en formation, maintenant, j'ai un petit peu de chance, c'est que les gens me connaissent. Oui, parce que tu es exposé sur les réseaux. Donc ça, c'est déjà pas mal parce que ça permet tout de suite de créer une relation de proximité. Je démarre en fait mon webinaire, je me présente, et puis au bout de 15 minutes, je demande aux personnes qui étaient là de me donner une définition de la motivation. Et je leur dis, puisque vous avez émis ce besoin d'avoir une formation sur la motivation, c'est que vous savez vous-même ce qu'est la motivation, donc proposez-moi une définition. Et là, bon, j'interroge 10 collaborateurs, j'ai 10 définitions différentes. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'est qu'à un moment donné, j'avais un manager qui était là et qui était sur son téléphone portable depuis le début. Il ne décrochait pas. Donc, à un moment donné, je vais le voir. Et je lui dis, on est ici dans une formation sur la motivation. Donc, tu es une des personnes qui a demandé à suivre cette formation. Pour quelle raison tu as demandé cette formation? Donc, il me dit, c'est parce qu'il considère que ses équipes, donc ces commerciaux qui sont sur le terrain, eux-mêmes manquent de motivation. Et je lui dis, mais ton job aujourd'hui, ça va être de transférer les compétences a priori que tu vas intégrer pendant ce séminaire. Il me dit oui. Et je lui dis, donc comment tu vas faire pour intégrer des compétences que tu n'es pas en capacité d'entendre en fait? Comment tu fais ça? C'est pas braqué quand tu dis mais ça? Si. Évidemment qu'il s'est braqué, c'est normal en fait. Oui. D'accord. Et puis tu le sais, dans les groupes, tu as des leaders, puis tu as des leaders inconscients, tu as ceux qui à la pause. Leader négatif. Ouais, ceux qui à la pause et attendent la pause pour démonter tout ce que tu es en train de faire. Je l'ai fait volontairement parce que c'était aussi une demande qui venait des personnes qui m'ont proposé cette mission et qui m'ont dit, toi, tu arrives de l'extérieur, c'est peut-être plus facile pour toi d'aller dans ce type d'échange, et c'est vrai que c'est plus facile pour moi. Je le fais de manière un peu brutale. Après, sur le temps de l'échange et de l'amusement, on va quand même récupérer tout ça, mais c'est juste pour provoquer en fait. Il t'a répondu quoi? Pour qu'il y ait de la prise de conscience. Mais il m'a dit, oui, tu as raison. Parce que quand je lui dis, qu'est-ce que tu as retenu de ce que je viens de dire pendant 20 minutes? Ouais, donc il ne s'est pas tant braqué que ça non plus. Voilà. Mais tu vois, mais il aurait pu dire, ouais. Et donc l'entreprise, c'est ça en fait. C'est que de quelle manière tu arrives à mettre de la cohésion au travers d'un projet en mobilisant l'ensemble de tes collaborateurs et dans le cas présent, au travers d'une formation qui va leur permettre de progresser. Donc quand tu as 70 personnes qui viennent suivre une formation qui finalement leur est imposée. Parce qu'au départ, c'est demandé, mais au final, c'est presque imposé parce que déjà, quand tu vois de quelle manière ils arrivent à l'heure dans la formation, donc déjà, c'est intéressant à observer parce qu'ils ont tous bien évidemment des excuses. Hein. Alors, elles sont toutes légitimes, les excuses. Mais ça commence là, la motivation. Oui, c'est l'envie de venir déjà, mais si c'est imposé... Donc là, tu mesures déjà le niveau d'implication. Oui, tu arrives déjà à jauger. Mais moi, ma question, elle est plus dans qu'est-ce que l'entreprise perd à ne pas faire ce type de formation sur la motivation? Qu'est-ce qu'elle perd factuellement à ne pas faire justement de formation auprès de ses collaborateurs sur la motivation? Tout ça, ce sont des éléments, tu vois, quand on parle de formation, des éléments qui viennent produire, qui vont permettre de mieux produire du résultat. Ok. Donc, c'est de quelle manière je vais les mesurer. Mesurer ce qu'apporte une formation dans un cycle de production de résultats, ce n'est pas évident. Parce qu'il faut ensuite arriver à mesurer pour chacun des individus de quelle manière ils l'ont intégré et ensuite comment ils vont utiliser les outils. Donc, dans une formation, généralement, quand tu vas faire un questionnaire de fin de formation pour demander l'avis des collaborateurs, ce n'est pas très objectif. L'évaluation à chaud et après, tu as l'évaluation à froid. D'accord, évaluation à chaud, évaluation à froid. Tu as rarement de mauvaises réactions ou de mauvaises évaluations. Parce que c'est fait un peu, pas à la légère, mais quand même. Donc, c'est difficile en fait d'évaluer. C'est très difficile d'évaluer. Moi, dans mes missions, plus que la formation, qui est un élément important, puisque ça va être la conséquence des préconisations qui vont être proposées aux chefs d'entreprise, c'est d'abord le travail, c'est vraiment d'identifier, le travail d'identification. Dans le système,
quels sont les éléments qui dysfonctionnent et comment je peux agir sur ces éléments qui dysfonctionnent, en sachant que les préconisations, ce n'est que le résultat de tout ça. Donc la formation, ce n'est que le résultat de tout ça. Mais si tu identifies dans la hiérarchie au niveau du management des incompétences, que tu les relais au décisionnaire, et que le décisionnaire te dit Thierry, ça va être difficile pour moi de me séparer de cette personne parce qu'elle est là depuis 10 ans. Je te parle d'un exemple que j'ai en tête. Et qu'il te dit mais ça serait quand même bien que derrière on fasse la formation pour les collaborateurs. Ah, mais si le sujet il n'est pas sur les collaborateurs, enfin. Oui, mais moi dans ma position, en fait, je vais proposer une formation à des collaborateurs qui vont être encadrés par un management. Oui. Et sur ce management, je considère qu'il a des incompétences. Oui, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où je fais la formation, je sais très bien que déjà, ça risque de pas bien fonctionner. Ben oui. Parce que le problème, il est là et tu vas travailler sur ça. Donc, tout ça pour te dire que c'est complexe, en fait. Et, l'entreprise, c'est très complexe comme environnement. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de solution toute faite. Ce qu'il faut arriver à faire, en tout cas pour moi, c'est d'être plus proche, en fait, et des individus, donc des collaborateurs, et comment, par rapport aux collaborateurs, tu vas faire remonter de l'information qui va te permettre d'améliorer le système, en fait. Ce que j'entends, c'est surtout une quête de performance, de résultats, par l'implication et la motivation, et de fait aussi des coûts de turnover, par exemple, qui peuvent être diminués. Ce que j'entends, c'est ça. Ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend de la taille de l'entreprise. Oui. Quand tu as une agence immobilière avec 5 commerciales et que tu es promoteur et que tu as 150 commerciaux, tu ne vas pas vivre les mêmes problématiques. Tu le sais. Ouais. Tu ne vas pas gérer tes équipes de la même manière, tu ne vas pas les apprendre de la même manière. Et la stratégie du propriétaire de l'entreprise est certainement pas la même. Parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, en fait. Bien sûr, bien sûr. Bon, après, je sais qu'à titre personnel, ce qui me parle le plus, c'est la vision, enfin l'appartenance dont je te parlais tout à l'heure, et notamment la vision globale pour être embarqué. C'est ça. Moi, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Parce que la motivation intrinsèque, comme on dit, on n'en a pas parlé d'ailleurs, intrinsèque. Je l'ai déjà. Donc, je suis capable de faire mes objectifs et de me mettre en mouvement pour réaliser mes tâches. J'ai aucun problème là-dessus. Mais après, j'ai besoin d'avoir un peu plus large, un peu plus de vision globale et d'appartenance, de dire que voilà, on a des projets, on peut aller plus loin. Sinon, d'être dans une forme d'immobilisme et d'attentisme, moi, ça, pour le coup, ça m'endort. Donc, tu attends en fait des personnes qui t'encadrent quelque part, pour dire ça comme ça, d'avoir une vision qui soit très claire. Ouais. Et dans le cadre de cette vision, une stratégie qui est claire et de la reconnaissance par rapport au travail que tu mets en place au quotidien. Donc, ça ait du sens pour toi, tout ça. Du sens, ouais. Le sens, je le trouve dans la vision, ouais. Parce que du coup, je serais encore plus en capacité de me mettre en mouvement si j'ai une vision globale et un peu plus élaborée, on va dire. C'est-à-dire que des tâches chronophages au quotidien, tu vois. Par contre, si tu vas chercher un challenge, je sais pas moi, une croissance externe, plus de développement, une typologie d'actifs à développer, si je prends mon domaine, ça va m'animer et je vais me dire, ah ouais, c'est intéressant. Tu vois, on l'a pas fait, je vais apprendre des choses, intellectuellement, ça va m'animer. Tout ça, ouais, je prends. Tout ce qui est récurrent, ça m'ennuie fortement. Dans la motivation, il y a un autre élément qui est très important. C'est ce qui est notamment induit par le contrat psychologique quelque part. C'est-à-dire qu'au moment où on va dire, le contrat se lie entre le collaborateur et l'entreprise, l'organisation, il va y avoir des attentes qui sont implicites, des promesses qui sont plus ou moins faites, un niveau de reconnaissance qui va être attendu. Et si ces reconnaissances ou ces promesses ne sont pas respectées, ça va très rapidement impacter en fait le collaborateur, donc l'organisation. Un recrutement, c'est quand même 2 parties qui se font des promesses. Bien sûr. D'accord ? Une entreprise qui te dit... des fausses promesses, d'ailleurs, peut-être au début. Mais peut-être qu'au début, tout le monde y croit. Parce que c'est ça. Mais en tout cas, c'est chez moi, tu auras toutes les conditions de travail qui vont te permettre de t'épanouir. Donc, tu vas avoir tout ce qui concerne les facteurs d'hygiène, par exemple, si on revient à Herzberg,
le salaire, les conditions de travail. Et de la même manière, tu vas avoir tout ce qui va être du domaine de la reconnaissance, du sens. On va t'accompagner dans le développement de tes compétences. Et tout ça, ça se dit. Et puis en face, tu as l'entreprise et puis tu as le collaborateur qui lui-même va au niveau de compétences. Parce que c'est, ce qu'on achète au départ, en tout cas sous la forme d'un contrat de travail, c'est un niveau de compétences. Et puis aussi des qualités comportementales ou émotionnelles d'un individu. Mais c'est comme une relation de couple. C'est-à-dire qu'au début, voilà, on a besoin l'un de l'autre. Donc on en revient des besoins. Tu vois, c'est quoi les besoins qui sont en train de se couvrir. Et très rapidement, la vie réelle va nous rattraper. Donc c'est en vivant ensemble qu'on va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Est-ce qu'on continue le contrat ou pas? Voilà, donc, et c'est là que ça se joue. Parce qu'après, quand tu manages des équipes au quotidien, ce à quoi tu es face, c'est la psychologie des individus. Plus qu'à leurs compétences. Tu peux avoir un consultant d'informatique très brillant. À un moment donné, s'il ne veut pas venir travailler parce que ça ne se passe pas bien avec sa copine, donc du coup, il est un peu en dépression, et parce que c'est relié à un lien d'attachement qui est ambivalent anxieux, tu peux lui raconter tout ce que tu veux, en fait. Il faut qu'il parte en thérapie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Mais l'entreprise, est-ce que c'est l'endroit où tu fais prendre aux gens conscience de ça et que tu leur dis, bon, ça serait bien que tu partes en thérapie? A priori, non, en fait. Ouais. Non, mais donc, comment t'apprends de tes équipes quand tu es un manager, en sachant qu'ils ont tous des psychologies différentes et que ces psychologies vont venir impacter, bien évidemment, le cadre de travail dans lequel ils fonctionnent. En sachant que toi, en tant que manager, ton objectif, c'est d'avoir des résultats. Ouais, c'est vrai que quand j'avais mes 18 commerciaux à manager, je ne vais pas dire que je faisais du social, mais limite pendant les entretiens, on parlait beaucoup plus de l'environnement personnel que du travail. Alors après, est-ce que c'était des excuses? Est-ce que c'était... Voilà, je pense que s'il m'en parlait, c'est qu'il y avait des raisons et que ça a joué sur la performance ou sur le moral. Ça joue. Et que tu es obligé d'avoir une écoute active en tant que manager et de ne pas dire oui, bon, bah, ça, je m'en fous, en fait, m'en parle pas. Pourquoi pourquoi t'as pas fait tes chiffres, tu vois? Il y a de l'empathie, il y a aussi... Tous les domaines de vie, en fait, sont interconnectés. Privé, social, professionnel. Bien sûr. Ce dont tu parles, je le retrouve aussi dans le sport de haut niveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as l'athlète qui a moins envie d'aller s'entraîner parce que ça se passe pas bien avec sa copine, en fait. Tu le retrouves partout. Oui, clairement. Et j'en ai eu un, d'ailleurs, c'était drôle, mais ça m'a fait rebondir sur ça, et qui n'avait pas trop confiance en lui, il était très jeune. Et je l'ai poussé justement à faire du sport. Je lui ai dit, mais inscris-toi à la salle, tu vas voir, ça va te faire du bien. Mais après, il a pris en charisme, en fait, en prestance. Et c'est fou, mais ses résultats, ils ont fonctionné. Enfin, il faisait beaucoup plus de chiffres derrière. Après, il a une copine. Enfin, bon, bref, ça a conforté, en fait. La pratique du sport, ça lui a permis d'exister de nouveau, je pense que ça donne confiance en termes de juste de sentir ton corps, de posture, d'endorphine, enfin voilà, tout ce que ça peut générer. La pratique du sport, c'est important. Après, moi, je ne pense pas que ça va régler tous tes problèmes psychologiques. Non, bien sûr que non. Voilà. Mais là, on est sur le sujet de la motivation et de la confiance. Mais quand on revient aux collaborateurs, ce dont on parlait tout à l'heure, enfin au début là, effectivement, tu gères des individus, donc tu dois gérer des psychologies. Et toi, ton job, c'est peut-être pas ça en fait, parce que tu as d'autres indicateurs sur lesquels tu dois pouvoir te reposer pour mesurer le niveau de performance de chacun de tes collaborateurs. Et surtout quand tu as de la pression hiérarchique. Hiérarchique, bien sûr. Et selon toi, comment le sens peut-il donner, le sens au travail, peut-il donner une implication durable? C'est le sens que tu donnes à ce que tu fais qui va te permettre d'avoir une vision à long terme et donc de t'engager, de t'impliquer, ensuite de t'engager plus longuement sur la durée. Donc ouais, c'est vraiment le socle. Mon objectif, tu reprends un exemple sportif, parce que j'en ai là, mon objectif c'est de participer aux Jeux Olympiques, Los Angeles 2028, ok, c'est dans 3 ans. C'est réel, ça, c'est l'objectif? Non, c'est pas le mien. Ah ouais, okay. Dans l'athlète que j'accompagne. J'allais dire... Ça, c'est leur objectif. Donc ça a du sens pour eux. Ok. Ensuite, comment je vais y arriver à ça? Donc, dans le sport, c'est un petit peu partout pareil. On va mettre en place des rétro-plannings avec des échéances qui vont me permettre de bien comprendre, de bien identifier quels sont tous les niveaux de compétences que je dois développer,
techniques, émotionnelles, comportementales, qui vont me permettre de me rapprocher sereinement de mon objectif. En entreprise, c'est la même chose. Donc moi, dans mon travail d'accompagnement, quand j'ai des personnes en coaching ou en thérapie, parce que quand même les deux sont reliés, on pourrait revenir sur ça aussi. Oui, Mon objectif à moi, c'est que la personne ait un objectif clair, que cet objectif, elle sache de quelle manière elle veut l'atteindre, dans le temps, bien évidemment. Donc on en revient à la méthode SMART, si tu veux, pour faire simple. Oui. Et quelles sont les compétences que je dois développer pour atteindre cet objectif, en sachant que tout ça, c'est relié à l'environnement. Oui, toujours l'environnement. Toujours l'environnement. Donc, tu as des personnes qui vont avoir plutôt tendance à te dire bah, tu vas tirer, c'est difficile parce que mon copain, parce que ma famille, parce que ci, parce que ça. Finalement. Il y a une part de vérité. Mais ça reste aussi des petits arrangements entre après, soi. Ouais, mais après, c'est justement toute la difficulté, elle est là. Elle est peut-être là en accompagnement. C'est quand tu dis à une personne si vraiment tu veux progresser à un moment donné, il va falloir que tu revisites ton environnement. Mais le revisiter, c'est peut-être d'en extraire. Demander à un ambivalent anxieux de s'extraire de son environnement, c'est très compliqué. Parce que le peu de sécurité qu'il a, il l'a dans cet environnement. Et même si cet environnement peut être quelque part toxique pour lui, il ne le perçoit pas de cette manière. Pas complètement de cette manière. Donc il préfère garder ce qu'il a, même si ce n'est pas très bon, mais ça lui permet d'avoir encore un lien, même illusoire de sécurité, plutôt que de s'extraire. Moi, j'ai plein d'exemples comme ça. Je rebondis parce que hier, j'ai rencontré une DRH dans le cadre d'un séminaire et d'une convention. Et elle me disait que justement, ces candidats, la capacité à se mettre en mouvement, mais surtout de sortir de la zone de confort, j'aime pas trop ce terme, d'élargir la zone de confort, est très difficile. Les gens sont très bien. Souvent, on aime être dans un environnement qui nous rassure, qu'on connaît en fait. Alors tu vois, moi, tu n'aimes pas trop zone de confort. Moi, je ne l'utilise pas, zone de confort, je parle de la zone d'habitude. Ok. Donc en fait, la personne est dans une zone d'habitude qui est devenue inconfortable. Ouais. Mais pour sortir de cette zone, il va falloir qu'elle aille dans une nouvelle zone, que j'appelle celle du coup de confort, et donc passer par une zone d'apprentissage. Mais quand tu es dans cette démarche, tu dis à ton cerveau, ben, je suis dans quelque chose d'à peu près sûr, tu me demandes de bouger, donc d'accepter de l'incertitude. Le cerveau n'aime pas l'incertitude, il a horreur de ça, il n'aime pas le vide. Et donc comment tu réponds à cette incertitude avec ce que tu as de disponible dans ta tête, au niveau psychologique. Donc en fait, en psychologie, on va dire, tu vas réduire le cerveau. Qu'est-ce qu'il fait pour répondre à une question? Il va réduire l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'il va aller au chemin le plus court pour répondre à la réponse. Ok. Et le chemin le plus court, c'est quoi? C'est tes biais cognitifs. C'est tes croyances. Tes croyances. Voilà. Ce que tu connais aussi, que Voilà, tu te répètes. Donc en fait, si tu veux à un moment donné produire quelque chose de nouveau dans ta vie, tu ne vas pouvoir le faire qu'à partir de logiques qui n'existent pas encore. Ouais, d'ouvrir les perspectives, le champ des possibles. Donc comment tu crées ces nouvelles logiques? Encore une fois, dans le mouvement. Ouais, dans les prises de conscience aussi. Donc à un moment donné, il faut sortir de la zone. Donc comment tu sors de la zone? Donc tu sors de la zone où tu as la capacité de le faire par toi-même ou tu te fais accompagner. Ouais, la capacité à le faire par soi-même, c'est un peu la métacognition, enfin la métaposition, d'être en capacité de réfléchir ses propres pensées et de les ajuster et de les réorienter. Voilà, mais c'est limité. C'est limité. C'est limité parce que même les personnes qui sont en métacognition et qui ont une grande capacité à se remettre en question, donc à s'observer peut-être de manière différente, elles ont aussi cette capacité à aller chercher de l'aide. Quand je dis de l'aide, de l'accompagnement. Ah ouais. De l'aide, c'est de l'accompagnement. Là, Thierry, je suis bloqué. De quelle manière je pourrais apprendre ça différemment? Moi-même, à titre perso, je suis suivi par des coachs, je suis suivi par des thérapeutes qui me connaissent relativement bien. Des fois, j'ai des choix à faire. Pendant 2-3 jours, je me dis, c'est bon, je vais trouver la solution, tu vois. Le 4e jour, je me dis, il va falloir que tu te bouges là et que tu passes un coup de téléphone quand même. Parce que tu vois bien que tu es bloqué. Ouais, je reviens sur justement la notion de la différence entre la thérapie et le coaching. C'est quoi la différence entre les deux? Comment on sait si on a besoin d'un coaching ou d'une thérapie? Les personnes qui viennent en thérapie, généralement, sont des personnes qui sont en souffrance. Stress chronique, anxiété, angoisse, traumatisme. Donc elles sont dans un mal-être psychique et corporel. Et dans ce mal-être, elles n'arrivent pas à obtenir de réponse. Donc c'est comment j'ai construit tout ça un petit peu.
dans le coaching, on est plus avec des personnes qui sont dans une posture de progression reliée à un objectif Ok. et qui ont besoin de travailler sur des blocages, par exemple des croyances limitantes qui leur permettent à un moment donné de passer au niveau supérieur. Hmm. Mais quand tu es thérapeute et coach, tu vas vite te rendre compte que même quand tu fais du coaching, tu vas le faire à partir d'éléments de compréhension qui sont ceux de la thérapie. Parce qu'un blocage, une croyance limitante, elle est quand même reliée à ton enfance. Ouais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait. Voilà. C'est comment Donc, on s'est deux, construit. voilà, c'est ça. Les deux sont... Donc tu relis facilement les deux. Ou on va souvent te dire, Thierry, la thérapie c'est le pourquoi, le coaching c'est le comment. Très bien, mais je ne vois pas comment tu vas faire si tu ne sais pas pourquoi tu es bloqué. Hmm. Alors après, c'est peut-être les protocoles après derrière qui sont différents, les méthodologies. Complètement. Peut-être qu'en thérapie on parle beaucoup et qu'en coaching c'est plus vraiment ciblé avec une trame. En thérapie, en tout cas, le cadre de la thérapie, c'est de proposer un cadre d'écoute, mais un peu comme le coaching, mais un cadre en tout cas dans lequel le patient va pouvoir s'exprimer sans jugement, avec beaucoup de bienveillance. Dans le coaching, tu vas peut-être un peu plus proposer des pistes sans essayer d'influencer quand même la personne. Après, ça dépend des postures. Moi, dans le sport de haut niveau, j'ai des sportifs qui me demandent typiquement des conseils, en fait. Ils ne viennent pas juste me dire, Thierry, propose-moi des pistes. Ils me disent, à ma place, tu ferais quoi, Thierry? Parce que tu es passé par là, donc tu ferais quoi? Ouais, là, tu as plus une posture de mentor, finalement. En entreprise, de la même manière, souvent, on me demandait, non, mais Thierry, le consultant, il propose. Tu vois, il dit, voilà les pistes. Non, mais ok, super. Toi, tu ferais laquelle? Souvent, d'ailleurs, le consultant, il faut une méthodologie. Il paye pour ça, pour la méthode, pour la rapidité et les KPI, en fait. Hein, c'est ça. Ah non, mais c'est cadré, hein, c'est son cadre d'intervention. Après, les personnes, elles viennent aussi chercher ton parcours, ton histoire, et voir de quelle manière toi, tu agirais peut-être à leur place. Ce que tu ne feras jamais, mais bon, voilà. J'ai encore 2 questions. Je reviens sur le monde de l'entreprise. Est-ce que tu penses, selon toi, que le modèle d'entreprise qui existe aujourd'hui est encore adapté? Le modèle d'entreprise, il y en a tellement des modèles d'entreprise. Tu vois, ce que je veux dire par tout là... va dépendre des secteurs d'activité. C'est que si tu es dans l'immobilier, si tu es dans la prestation de services, que tu as une équipe de consultants, si tu es dans une start-up avec des méthodes agiles, donc tu as plusieurs en fait. Je pensais par rapport au modèle Google où ils te laissent. Je reviens sur l'autonomie dont on a parlé, c'est Desi et Ryan, je crois. L'autonomie, justement, où ils laissent 20% des collaborateurs pour explorer des idées peut-être qu'ils ont envie de développer. Et je crois qu'il y a 2 boîtes qui se sont créées comme ça. Oui, mais tu es dans un mode de fonctionnement où tu recrutes des collaborateurs qui sont tous des geeks. Tu vois, oui, c'est sûr que... et quelque part, qui sont tous dans cette démarche, dans cette vision qui est quand même celle de l'entreprise. Ouais. On est là pour créer, inventer des choses nouvelles, et c'est ça qui nous fait vibrer. Ouais. Donc ces gens-là, ils vont bosser. Oui, dans cette partie-là, dans la tech, finalement, où ça fonctionne bien, mais c'est pas adaptable forcément. Ouais, exactement, c'est pas adaptable partout. La méthode agile, c'est peut-être bien dans la tech, ça va être peut-être un peu plus compliqué dans le domaine de la promotion immobilière. Je sais pas, tu vois, ou dans d'autres domaines. Donc en fait, c'est pour ça que les modèles sont différents. C'est pour ça que les solutions toutes faites n'existent pas. Et c'est pour ça qu'il faut en permanence les faire évoluer, en fait. Parce que c'est ça. Le travail de recherche, c'est je confronte ce que j'ai observé sur le terrain à ce que me dit la littérature. Donc tous les spécialistes qui ont déjà travaillé sur le sujet, qui eux-mêmes étaient en relation avec le terrain, donc l'entreprise. Et au travers de ce que j'observe, et des relais que je vais mettre en place, qu'est-ce que je pourrais créer de nouveau, qu'est-ce que je pourrais apporter de nouveau dans la démarche que je propose. Donc pour moi, par exemple, c'est qu'est-ce que je peux proposer de nouveau en termes de motivation, donc d'outils qui permettraient d'explorer et donc d'adapter les équipes de manière différente. Ça, c'est un challenge qui est super intéressant. Et aujourd'hui, tu pourrais nous donner des... Non, mais je suis encore tu vois, des recommandations pour les managers pour nourrir la motivation. Moi, je suis en pleine réflexion, mais je fais des préconisations. Donc, tu sais que tes préconisations sont plutôt pas mal. Le jour, elles donnent des résultats. Donc, ensuite, il faut être en capacité de mesurer les résultats. La thèse, ça prend quoi, 2 ans? Ouais, 2 ans et demi, là, la thèse. OK.
Et après, c'est accessible pour tout le monde. On Quoi? pourra la lire. Oui. Ok. Bon, bah super. Donc, les outils pratiques, on attend d'ici 2 ans pour les avoir pour nourrir la Bon, alors, motivation. c'est des outils, hein, c'est des préconisations. Oui, des préconisations. D'accord. Après, moi, dans ma démarche, qui est celle de l'entreprise, j'ai quand même une démarche qui est très orientée dev perso, donc très orientée individu. Mm. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un séminaire sur la motivation, sur la cohésion d'équipe, motivation. Mm. Pendant 2 jours, tu parles aux collaborateurs de quoi? De toutes les choses dont je viens de te parler. Et puis tu parles quand même, parce qu'on va beaucoup plus loin, d'hygiène de vie, de repos, de sommeil, des éléments qui sont très, très importants dans la capacité de l'individu à se mettre en action. Le soir, ils vont bouffer, ils se couchent à 3 heures du matin. Le lendemain matin, quand ils arrivent à 8h30 sur la deuxième journée, tu leur dis, vous êtes motivés? Oui, ils n'ont pas mis en pratique ce que tu leur as Non, ils ne sont pas très recommandé. motivés, mais c'est normal qu'ils ne soient pas motivés, ils n'ont plus d'énergie. Oui, Donc tu vois que la motivation, c'est relié à de l'énergie. bien sûr. Voilà. Évidemment. Donc je leur dis, vous voyez, ce que vous êtes en train de vivre, vous pouvez le mettre facilement en corrélation avec ce que vous vivez tous les jours dans l'entreprise. Parce que le soir, tu rentres chez toi, tu t'occupes de tes enfants, tu es fatigué. Il y a plein d'éléments qui vont faire que ça va être difficile pour toi le lendemain de te lever, te dire, ça y est, j'ai une grosse patate, là, je vais aller bosser et je vais cartonner au boulot. Il y a plein d'éléments qui viennent impacter ça. Ouais, et finalement, si on relie la performance à la motivation et la motivation à la rigueur, parce que en fait, j'entends que ce sont un peu les trois piliers. Inversement, hein, la rigueur amène la motivation amène la performance. Après, il y a des entre-deux à chaque fois. Ouais. L'environnement, j'ai compris tout ça, mais si tu n'es pas en capacité de justement te réguler, te discipliner, finalement, ça va être compliqué sur l'implication, sur la durée, sur la durabilité. Mais quand tu es manager, que tu as ton collaborateur ou ta collaboratrice qui arrive à 9h du matin complètement défoncé, fatigué, et que tu vois bien qu'elle a beaucoup de difficultés à se mettre en action, et que tu lui dis, tu vois, je ne comprends pas qu'avec le salaire que tu as, tu n'arrives pas à te motiver, tu vois bien que tu es limité quand même dans ta compréhension de l'individu qui est en face de toi. Parce que cet individu, pour quelle raison il est fatigué? Pourquoi il n'a pas d'énergie? Et ce manque d'énergie, forcément, ça va impacter sa capacité à se motiver. Et si toi, tu lui dis que sa motivation, elle est essentiellement reliée à son salaire, il y a une incompréhension totale. Ouais, il y a 2 mondes là. Il y a 2 mondes qui s'affrontent. Voilà. Et quand tu es manager et que tu vas relayer ensuite à ton patron le fait que ta collaboratrice a moins de résultats parce qu'elle a des problèmes dans sa vie, on risque de te dire, c'est pas mon problème en fait. Oui, clairement. D'accord? Clairement. C'est à toi de la gérer. Mm. Donc tu vois bien que la motivation en entreprise, c'est quelque chose de relativement vaste comme sujet et qu'on a des niveaux de compréhension qui sont complètement différents. Mm. Donc, pour revenir à ce que tu disais au début, tu vois, la motivation, ça peut être un mythe. Mm. Ouais, bah, c'est ce que j'ai bien compris. Ouais, c'est un mythe. En tout cas, un mythe, un malentendu. Donc. Un malentendu, ouais. En tout cas, c'est pas en te disant t'es motivé, la méthode Coué, j'ai envie et je suis motivé, que ça va en tout cas amener de la motivation. Je pense que, comme tu l'as dit en préambule, ça passe par l'action, par la discipline, par la capacité à peut-être gérer ses émotions. Mais on ne peut pas parler de tout, tu vois. On a bientôt fini. On était beaucoup là dans la dimension cognitive, en fait. Donc mentale de la motivation. Après, il y a toute la dimension qui est physiologique, qui est corporelle, qui est neurochimique, qui est neuroscientifique. C'est un sujet, on peut faire 10 heures de podcast sur la motivation. Oui, bien sûr. Non, mais parce que la capacité, tu vois, à bien manger, à avoir une vie saine, à bien dormir, c'est souvent la mauvaise gestion des émotions aussi. Bien sûr, la régulation des émotions. La régulation, voilà. C'est au centre de tout. Voilà, donc ce qui est important, si on devait retenir une chose, c'est quand tu demandes à un collaborateur d'être motivé, réfléchis bien à la question que tu viens de poser et aux réponses que tu attends, en fait. C'est ça qui est important. Et n'attends pas des réponses par rapport à ce que tu crois, toi, en fait. Parce que c'est souvent ça. Je crois savoir ce qu'est la motivation, donc mon collaborateur, mon collègue doit aussi le comprendre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe, ouais. Après,
je pense qu'il faut on peut aussi accepter que parfois il y ait des baisses de régime pour repartir sur plus d'énergie, tu vois. Alors, du coup, c'est le propre de la motivation, c'est qu'elle est cyclique. Elle est cyclique. Complètement. Ouais. Parce que ça va dépendre, par exemple, c'est ce que tu viens de dire, de tes états émotionnels, Ouais. qui sont eux-mêmes reliés à des environnements. La Il y théorie... a des jours où j'ai plus envie que d'autres. Oui. C'est normal. Oui, voilà. Si tu fais 80% où tu es très constant, rigoureux, et qu'après tu as 20% où, bon, bah là, j'ai envie de moins l'être parce que pour lâcher un peu les émotions, la pression ou autre, mais que tu repars derrière, bon, je pense que ça s'entend. Après, il ne faut pas aller dans un cycle négatif. C'est là où la discipline et les routines sont importantes. C'est-à-dire il y a des jours où je vais moins bien, et plutôt que de me poser trop de questions par rapport à moi, ce que je sais, c'est que je dois continuer à produire mon effort. Ouais. Sur la durée. Il n'y a pas de négociation, quoi qu'il arrive. Il y a des matins, j'ai envie d'aller au sport, d'autres chez moi, envie, mais j'y vais quand même. Parce que j'ai peut-être moins envie, parce que j'ai un peu moins bien dormi, parce que j'ai des pensées là, qui ne sont peut-être pas les bonnes. Mais en tout état de cause, je vais quand même continuer à aller à la salle de sport parce que je me maintiens en forme physiquement, donc mentalement, et que sur la durée, ça va payer. Donc, j'écoute pas mon discours interne, en fait. Ouais, je fais. Voilà, il n'y a pas de négociation possible. Mon cerveau n'est pas mon ami. Et c'est moi qui lui dis exactement ce qu'il va devoir faire. Yes. Bah, merci beaucoup. En tout cas, on a fait un peu plus d'1 heure. C'était super. Et bien, merci à toi. C'était fort intéressant. Ça passe très vite. Ouais, ça passe vite. Quand on aime les sujets, c'est vrai que c'est très intéressant. On peut te retrouver où, du coup, sur les réseaux? Instagram, TikTok. Instagram. Bon, t'es déjà connu Freeze, comme le loup blanc. Non, je ne suis pas connu comme le loup blanc, mais bon, sur l'ensemble des réseaux, j'ai un peu plus de 600 000 personnes maintenant. Donc, YouTube, là, je vais essayer de développer ma chaîne YouTube, de la professionnaliser parce que je bricole un petit peu quand même. Donc, l'idée aussi, c'est de professionnaliser les réseaux, tu vois. Ouais. Donc, voilà, donc on peut partout, on peut me retrouver. Ouais, donc Instagram, Thierry Laurey. Quand j'ai dit à mes amis que tu venais sur le podcast, ils m'ont dit « Ah, j'adore !» Voilà, tu as des fans en tout cas. Ça fait du bien, la reconnaissance. Bah, tant mieux. Voilà, reconnaissance. J'espère que ça va te motiver à continuer. Ça donne du sens. Un feedback de valorisation. Ça donne du sens. Voilà. Ok. Bon, merci en tout cas. Merci à toi, Bérangère. À bientôt. À bientôt. Ciao.